Bonsoir. Je voudrais commencer par faire un petit sondage à brûle pour point pour comparer avec les résultats d'un sondage qui a été fait il y a 2 semaines aux Pays-Bas. C'est un sondage qui a été fait sur l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, puisque même s'il y a des pays qui quittent l'Union européenne, certains souhaitent toujours la rejoindre. Donc je vais vous demander juste de lever la main. A priori, qui parmi vous est plutôt pour l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne? Très bien. Et qui parmi vous est plutôt contre? Un peu moins. Et qui parmi vous savait que la Bulgarie fait déjà partie de l'Union européenne depuis 2007? Il y a pas mal de mains qui se lèvent. Alors je vous remercie de vous être prêté au jeu et je m'excuse de vous avoir piégé de la sorte. C'est un sondage qui a réellement été fait aux Pays-Bas avec des résultats assez similaires. C'est-à-dire que 75% des gens se prononçaient pour ou contre et seulement 25% n'avaient pas d'opinion ou savaient. Je vais vous raconter une anecdote qui a été un déclencheur pour nous. C'était il y a à peu près 5 ans. On a lu dans la presse un sondage qui était sur le gaz de schiste. On demandait aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste? Il y avait 80% de contre, il y avait 15% de pour, et il n'y avait que 5% d'indécis. Ce qui était très intéressant dans ce sondage, c'est qu'il y avait une deuxième question, qui était, est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est? Et là, il n'y avait que 14% des gens qui répondaient oui. Alors tout ça, ça nous a amené à nous poser une question qui est fondamentale, qui est finalement, comment est-ce qu'on se forge une opinion? On a remarqué que face à un problème nouveau, à une nouvelle problématique, il y avait plusieurs facteurs qui venaient influencer notre opinion a priori. Ces facteurs, il y en a 3 principaux. Le premier, ça va être le milieu familial. Une petite statistique, en France, c'est 75% des jeunes qui votent comme leurs parents. Alors c'est assez normal, et pour les questions de religion, c'est presque encore pire, il n'y a pas de stats là-dessus sur le sujet, mais une immense majorité de jeunes ont soit la même religion, soit la même culture religieuse que leurs parents. Et en fait, c'est assez normal. C'est nos parents qui nous éduquent, qui nous font grandir. Donc, c'est eux qui vont nous dire nos premières vérités, qui souvent vont nous appliquer un cadre de valeurs. Ce qui est moins normal, c'est d'appliquer ce cadre de pensée de nos parents, qui eux-mêmes le tiennent de leurs parents, et ainsi de suite, à des problématiques qui sont nouvelles et à une époque différente. Ça influence beaucoup notre opinion. Le deuxième facteur, et finalement, c'est le prolongement du premier, ça va être le milieu social. Souvent, effectivement, en sortant de chez ses parents, on commence à faire des études et puis on va travailler et on se rend compte qu'effectivement, je pense que c'est le cas à l'IESEG, c'était le cas pour moi, on est avec des gens qui, en général, sont à peu près du même milieu social que nous. Quand on commence à travailler, on est dans une entreprise et on se retrouve avec des gens qui ont en général le même type de diplôme, le même type de revenus, etc. Et donc ça forme un milieu social. Et en général, il y a souvent une opinion sociale dominante. Ce phénomène-là, qui est assez naturel, qui a toujours existé, s'appelle les bulles d'opinion. C'est ce qu'un activiste américain qui s'appelle Eli Pariser a appelé les bulles de filtre ou bulles d'opinion. Le problème, c'est que récemment, il a été très largement augmenté, ce phénomène, par les algorithmes personnalisés, et notamment les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux, tout ce qui va être la recherche Google personnalisée, YouTube, Facebook, etc. L'effet pervers de ça, c'est qu'en fait, simplement, ces algorithmes vont nous pousser ce sur quoi on a le plus de chances de cliquer. Et donc, fatalement, le contenu, les articles de presse, les personnes, qui en général pensent déjà comme nous, et vont masquer le reste. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va avoir l'impression de toujours avoir des actualités qui nous viennent du monde entier, de dizaines, voire de centaines de personnes, mais pour autant, en fait, on ne va voir que les personnes qui pensent exactement comme nous. Et on va se retrouver au sein d'une bulle qu'on a appelée justement les bulles d'opinion ou bulles de filtre, une bulle de gens qui pensent exactement comme nous. Ce qui est traite, c'est qu'en fait, les gens qui ne pensent pas comme nous, on ne va plus les voir, on va les oublier, et au bout d'un moment, on ne va plus les comprendre. Et ça fait que en termes de société, il y a des bulles, ces bulles d'opinion, qui coexistent, qui cohabitent, mais sans se toucher du tout. Et lorsqu'on s'en rend compte, en général, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que ça provoque déjà des effets qui peuvent être assez dramatiques. Les États-Unis s'en sont rendus compte avec l'élection de Donald Trump, mais on l'a vu récemment avec le Brexit en Angleterre, avec la Catalogne en Espagne, avec les Gilets jaunes en France. La liste est longue et il y a fort à parier qu'elle n'est pas prête de s'arrêter de s'allonger. Effectivement, du coup, on se rend compte que de fait, c'est difficile et on est conforté dans l'opinion de notre milieu social. Troisième facteur qui va nous influencer, c'est ce qu'on va appeler le bruit de fond médiatique, ou en tout cas le bruit de fond médiatique dans un pays, souvent pour ce qui se passe loin. Je vais prendre un exemple concret pour que vous puissiez voir. Si on parle par exemple des Kurdes en France, en général, on a plutôt une bonne opinion des Kurdes. On ne sait pas trop pourquoi, on ne s'est jamais trop posé la question, mais on a plutôt une bonne opinion. En Turquie, ils ont plutôt une mauvaise opinion des Kurdes. Ça, effectivement, c'est des avis qui sont extrêmement homogènes au sein d'un pays et qui sont dus en fait à un bruit de fond médiatique.
Ces trois facteurs-là, comme on l'a vu, ils influencent notre opinion a priori, c'est-à-dire avant même qu'en fait on se soit vraiment posé la question. Et après ces trois facteurs, on fait confiance, on fait appel à notre propre jugement. Et par propre jugement, j'entends se poser, prendre le temps de se dire, en fait, je ne connais peut-être pas le sujet, se documenter, comparer des arguments pour et contre, et se poser la question de finalement, qu'est-ce que j'en pense vraiment. Même, et finalement, c'était intéressant de voir les petites gommettes que vous pouviez coller pendant la pause pour vous demander si vous étiez pour ou contre. Il y avait beaucoup de très pour ou de très contre, c'était oui et non. Mais finalement, je ne sais pas si beaucoup de gens se sont vraiment posés 30 secondes, une minute, en se disant qu'est-ce que j'en pense vraiment, c'est quoi les arguments pour et contre avant de poser la gommette. Et pour couronner le tout, c'est extrêmement difficile de changer d'opinion. Je vais vous partager les résultats d'une étude qui a été faite par l'Institut du cerveau en Californie et qui a été publiée en 2016 dans la revue Nature. Cette étude, en fait, on posait des questions aux gens. Donc on leur montrait une affirmation. Ça se passait dans un IRM, donc c'est un appareil qui scanne le cerveau, qui voit quelle zone du cerveau s'active. Et on leur montrait une affirmation. Et on leur demandait de dire est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas. Ça allait de entièrement d'accord à pas du tout d'accord. Et après, on allait leur montrer des arguments qui sont à l'opposé de ce qu'ils pensent. Et on leur montrait 4-5 arguments, et après on leur redemandait la même question. Est-ce que après avoir vu ces arguments, vous êtes d'accord, pas du tout d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait deux catégories en fait d'affirmations. Il y avait des affirmations qui étaient de l'ordre des opinions politiques et religieuses, et des affirmations qui étaient plus factuelles, type les vitamines sont bonnes pour la santé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les opinions politiques et religieuses, donc type Dieu existe, ou il faudrait plus taxer les riches, des choses comme ça, en fait, les arguments faisaient très peu changer d'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, il y avait 7 échelons. Les gens descendaient en moyenne d'à peine un demi-échelon après qu'on leur ait montré des arguments contraires. Quand c'était des affirmations factuelles, ils descendaient de 4 fois plus, donc de 2 échelons ou 2 échelons et demi en moyenne. Donc ça veut dire que déjà qu'on a beaucoup plus tendance à changer d'opinion quand c'est des affirmations plus factuelles que des opinions politiques et religieuses. Mais ce qui était très intéressant, c'est que cette étude, elle se passait dans un IRM. Et donc on pouvait analyser le cerveau des gens. Quand on disait, par exemple, les vitamines sont bonnes pour la santé, et qu'on mettait les arguments, il y avait une zone qui s'allumait dans le cerveau. C'est la zone qui correspond à la réflexion, au raisonnement, à la résolution de problèmes logiques. Jusque-là, tout va bien. Par contre, quand c'était des affirmations de l'ordre des opinions politiques et religieuses, c'est pas la même zone qui s'allumait quand on passait les arguments contraires. C'était la zone de l'identité, de l'introspection. Et en fait, l'enseignement fondamental de cette étude, il est là. C'est que on se définit, notre identité, notre nous, par nos opinions politiques et religieuses. Ça explique deux choses. Ça explique déjà pourquoi il est très difficile d'en changer. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on réagit de manière si émotionnelle, de manière si vive, quand quelqu'un attaque nos opinions politiques et religieuses. Alors, avec Antoine, un ami, qui a l'immense qualité ou le défaut, je ne sais pas, d'être lillois, on a beaucoup réfléchi à ces questions d'opinion, de bulles de filtre. Et pour nous, l'idéal, ça aurait été de faire passer notre jugement réfléchi, raisonné, raisonnable, avant tous ces autres facteurs qui, on l'a vu, influencent notre opinion. Et de fait, c'est assez compliqué de le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait assez rarement au quotidien. Donc on a décidé de créer le Dranche. Alors le Dranche, c'est quoi? Le Dranche, c'est un journal où pour chaque question d'actualité, vous allez avoir deux personnes légitimes, compétentes et engagées. Une qui va défendre le pour, l'autre qui va défendre le contre. Le but étant que, en lisant les arguments du pour et du contre, le lecteur puisse se forger une opinion, sa propre opinion. Alors pourquoi ce nom un peu bizarre? Derrière, au tout début, on voulait appeler ça le journal des débats. Et une recherche Google nous a appris que ce journal avait déjà existé au 18e, 19e et puis début 20e, et que début 20e, il avait tourné assez franchement antisémite. Et donc, pour des raisons évidentes, on n'a pas repris le nom de ce journal. Et donc, on est venu avec ce mot le dranche, qui est le début du mot droite, le milieu du mot centre et la fin du mot gauche. Et on voulait exprimer par ce mot un peu bizarre l'idée qu'il y avait des idées justement différentes et opposées au sein d'un seul et même journal. Alors on n'était pas du tout du monde de la presse, on était ingénieurs dans une grosse boîte, tous les deux. On a lancé un site internet le soir après le boulot et on a commencé à avoir des personnes compétentes qui défendaient leurs opinions sous le format du pour et du contre, et des lecteurs qui venaient lire et qui nous disaient que effectivement ça les aidait à enrichir leur opinion ou à se forger une opinion. Ça tombait bien. Mais il y avait quelque chose qui pour nous convenait pas tout à fait. C'est qu'en fait, les gens qui venaient sur le site internet, c'était des gens qui se posaient déjà des questions, qui se posaient la question de savoir quoi en penser, de s'intéresser à des sujets de société, de savoir quoi en penser avant d'aller voter, avant de s'engager dans une association, avant de participer à une consultation en ligne, à une pétition. Mais ces gens-là, ça leur abonnait quelque chose, mais en fait, on ne souhaitait pas parler qu'à ces gens-là. On souhaitait aussi parler à tous les autres,
C'est-à-dire les gens qui, en fait, sont loin de l'actualité, qui suivent plus l'actualité parce que trop compliqué, parce que trop orienté, qui croient plus dans la politique parce qu'ils ont lâché l'affaire, parce que pas le temps, parce que, etc. On souhaitait parler à ces gens-là. Et du coup, on a fait quelque chose de beaucoup plus innovant qu'un site internet. On a lancé un journal papier. Alors, au début, on nous a dit, c'est complètement con, ça marchera jamais. Et puis de toute façon, les jeunes ne lisent plus le papier. Nous, on aime beaucoup les phrases qui commencent par les jeunes parce que c'est jamais des généralités. Donc, on a décidé de quand même lancer un journal papier. Et aujourd'hui, 3 ans après, on a démissionné de notre boulot, on a fondé une boîte, on est 10. Et 3 ans après, on a lancé effectivement ce journal papier qui est distribué tous les mois à 140 000 exemplaires et qui est distribué gratuitement sur des lieux étudiants, sur un petit millier de lieux étudiants dans 5 régions en France, et sur abonnement pour ceux qui ne sont pas étudiants. Alors, pourquoi finalement est-ce qu'on a fait ce journal papier gratuit et pourquoi est-ce que ça nous importe que les gens aient une opinion? Déjà parce que, et pourquoi pour les étudiants? Effectivement, déjà parce que quand on est étudiant, quand on devient étudiant, en général, ça s'accompagne généralement du passage à la majorité. C'est la première fois qu'on va être appelé à voter, à s'engager, à prendre des habitudes, à faire partie d'une association. C'est aussi en général un moment où on quitte le domicile familial et on a l'esprit suffisamment ouvert pour se poser des questions, bien aimer challenger ses opinions. On voulait amener en fait à un maximum d'étudiants un outil qui soit gratuit, qui soit facile, qui soit compréhensible, qui soit pas prise de tête, qui soit court, efficace pour se forger une opinion. Et finalement, pourquoi se forger une opinion? On a 2 impacts avec ça, on recherche 2 impacts. Le premier, c'est une évidence de le dire, mais on ne devient pas citoyen engagé du jour au lendemain. Il n'y a personne qui n'a jamais fait partie d'une asso, qui ne s'est jamais engagé et qui se lève un matin en se disant tiens, je vais faire partie de 3 assos, je vais aller voter, je vais fonder un parti politique. Ça n'arrive pas. Il y a tout un tas d'étapes. Et ces étapes, en fait, c'est les étapes de lecture qu'on propose à nos lecteurs. C'est être informé des problématiques de société, des sujets de fond, avoir les moyens de se faire son opinion ou d'enrichir son opinion, et avoir des outils pour commencer, amorcer le passage à l'action. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, il a rapport avec ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont les bulles d'opinion ou les bulles de filtre. C'est qu'en fait, on a remarqué aussi en chemin faisant que, en fait, sur beaucoup de sujets, on a déjà une opinion et on n'est pas forcément prêt à en changer. Et on a remarqué qu'en mettant sur la même page le pour et le contre, argumenté de manière raisonnée, avec suffisamment d'espace, par des personnes que les gens trouvent légitimes et qui sont compétentes, et ben en fait, tous ceux qui avaient déjà une opinion, quand ils lisent la personne qui ne pense pas comme eux, ils disent bon, j'ai pas changé d'avis, mais je comprends un peu mieux ce qu'ils disent. C'est moins caricatural que ce que je pensais. Et en fait, en faisant ça, on va favoriser la compréhension justement entre ces bulles de filtre et avec les personnes qui pensent différemment. Parce que même si c'est difficile, voire impossible de prédire l'avenir, je pense qu'on peut avoir une certitude ou une quasi-certitude, c'est que jamais dans une société, on sera tous d'accord sur tous les sujets. Et à partir de ce moment-là, la bonne question, une question fondamentale à se poser, c'est pas comment est-ce que je fais en sorte qu'un maximum de gens pensent comme moi, mais plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte de vivre ensemble avec des gens qui pensent différemment. Et c'est effectivement cette question-là qu'on se pose et qui nous pousse aujourd'hui à faire le dranche, c'est de tisser un peu des ponts, des petites passerelles entre les personnes qui pensent différemment. Alors je voudrais vous laisser avec un conseil et une demande. Le conseil déjà c'est de nous utiliser. Le dranche est gratuit, le site internet est gratuit, il n'y a pas de publicité. On est diffusé en version papier, gratuite pour les étudiants, en podcast, sur les réseaux sociaux sous forme de newsletter, donc utilisez-nous. Utilisez-nous un maximum pour vous faire votre opinion, pour vous poser des questions. Parlez-en à vos proches bien sûr, mais surtout parlez-en aussi avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Parce que souvent, quand on fait l'effort de parler d'un sujet de fond avec quelqu'un qui ne partage pas nos opinions, c'est beaucoup plus enrichissant. Et la demande, et je vais finir là-dessus, c'est justement faites-nous vos retours. Dites-nous comment et qu'est-ce que vous avez tiré d'un partage d'opinion avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Dites-nous comment une opinion, un débat, une réflexion a influé sur vos vies, que ce soit à une toute petite échelle ou à une échelle plus importante. Parce que même 5 ans après le début de cette aventure entrepreneuriale, il y a une chose qui nous fait toujours vibrer comme au premier jour, c'est les retours de nos lecteurs. Merci beaucoup.